Donc, il y en a beaucoup que j'ai vus ce matin déjà, donc je ne vais pas refaire mon laïus de ce matin, mais en tout cas, merci encore à vous d'être présents. Je vais vous présenter en quelques mots le monsieur qui est ici. Ça marche. Thierry Niogré. Bonjour. Aujourd'hui, il est donc animateur sur France Bleu Béarn Bigorre. Cher Thierry, vous avez été tout d'abord bercé par des grands noms de France Inter, comme Jacques Chancel, peut-être que vous nous en direz quelques mots. Mais de berceuse en berceuse, c'est vous-même qui avez posé votre voix dans les radios libres, dont vous nous évoquerez, je suis sûre, quelques souvenirs. Et vous aviez, je crois, une vingtaine d'années seulement. Enfin, voilà, il va y avoir des souvenirs. Merci de rappeler ça. Mais tout ça, c'est dans la tête. On peut naître vieux comme on peut mourir jeune, comme disait Jean Cocteau. Enfin, après maintes péripéties, vous avez rejoint le groupe de Radio France en 1990 pour bourlinguer dans leurs différentes antennes locales, comme à Dijon, Clermont-Ferrand, et enfin, vous vous êtes installé à Pau. En parallèle, vous avez écrit des romans policiers, ce qui prouve que vous maniez aussi bien la parole que la plume, et ce en quoi me vient la question suivante, cher Thierry. Quelles sont les différences qui existent entre un journaliste et un animateur? Mais la parole est à vous. Je peux répondre tout de suite. Tu peux. Oh, le journaliste est beaucoup mieux payé que l'animateur. D'où mes regrets de n'être qu'animateur. Quelqu'un m'a dit récemment, d'ailleurs, par téléphone, un rendez-vous que j'avais pris pour quelqu'un que je devais interviewer, et qui au bout d'un moment me dit, mais... Oui, on entend très bien, on entend très bien, il n'y a pas de... Oui, vous m'entendez? Oui. On dira à mon patron que j'ai plus besoin de micro à la radio, il va être content. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, ah, mais vous n'êtes qu'animateur. Alors je vais essayer de vous répondre, ma chère, à cette petite question par un sourire ou par une boutade, et par un exemple. Le Beaujolais nouveau est arrivé. C'est l'info. Donc c'est l'info qui est donnée par le journaliste. Pas de commentaire. Le Beaujolais nouveau est arrivé, info neutre. Voilà, je suis journaliste, je donne l'info. Je suis animateur. Le Beaujolais nouveau est arrivé, il est fameux cette année. Je ne l'ai pas goûté. Mais je dis qu'il est fameux, la vie est belle, poète poète, le Beaujolais nouveau est arrivé, il est fameux. Le rédacteur en chef de la radio va arriver, va dire le Beaujolais nouveau est arrivé, il est fameux cette année. D'ailleurs, j'ai été invité à la dégustation hier soir. Le directeur de la radio va arriver, il va dire ah, le Beaujolais nouveau est arrivé, il est fameux cette année, j'ai été invité à la dégustation hier soir et on m'en a donné 3 caisses. Et là, vous avez le technicien de la radio qui dit le Beaujolais nouveau est arrivé, on n'était pas au courant, très vite grève. Voilà. Et là, vous avez le monde de la radio défini très très vite, très rapidement, caricaturé. Et puis vous avez la standardiste qui dit c'est quoi le Beaujolais nouveau? Bon, bien sûr, je me moque, hein, mais gentiment de tout le monde, y compris de moi-même, parce qu'on est là d'abord pour se moquer, nous, les gens de radio, de nous-mêmes, et de rire avec vous. La différence, donc, entre l'animateur et les gens de radio, quand je dis que le journaliste et les journalistes, quand je dis que le journaliste ne fait pas de commentaires, c'est pas vrai. Il commente, il analyse, il va faire du reportage. Mais nous, c'est le sourire. Voilà. Nous, c'est le sourire dans la voix, c'est ce qu'on nous apprend, et puis de toute façon, on est né comme ça. Donc on est né un peu débile, donc on en fait notre métier. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle de ma mère qui me disait « Bavard, il y a marqué bavard sur ton carnet. Toute ta vie, tu seras bavard. » Ben, j'en ai fait un métier. Voilà. C'est un peu comme les chanteuses qui, quand elles naissent, ont une grande voix, elles braillent tout le temps, et puis bah, elles en font leur métier. Oui, c'est ça. Alors je braillais aussi beaucoup, mais les autres ne veulent pas que je chante. À la radio, j'essaye pourtant, mais ils ne veulent pas. Sinon, on va parler un petit peu de la voix. Merci à tous d'ailleurs d'être venus. Je me disais, mais il n'y aura personne, ça n'intéresse plus personne. Aujourd'hui, la radio ou la voix, preuve que si, encore un petit peu. On m'a dit dans mon métier, on m'a dit « Ah, vous faites de la radio? Ah oui, oui. Ah, vous avez une voix radiophonique, vous. » Et je vous pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une voix radiophonique? La dame avec les lunettes, là, avec le beau sourire. Cathy. Cathy, qu'est-ce que c'est qu'une voix radiophonique? On me l'a déjà dit et je ne sais pas répondre.
soufflez-lui. Vous êtes assise à côté, vous êtes sa copine. Qui donne envie d'écouter. Une voix qui accroche et qui donne envie d'écouter. Ouais. C'est intéressant, vous mettez le doigt dessus. Mais est-ce que techniquement c'est une voix grave? Est-ce que c'est une voix d'homme? Est-ce que c'est une voix de C'est femme? une voix posée, rassurante et ouais, qui est chaude, qui donne envie d'être écoutée. C'est une voix chaude? Grave ou rassurante? C'est une voix d'homme ou c'est une voix de femme? On sait que c'est les deux. Est-ce que c'est une voix style, belle voix style Philippe Noiret? Bonjour, Jean-Pierre Mariel, bonjour. Est-ce que c'est ce genre de voix? Ça peut. Alors Laurent Ruquier, qui a une voix aiguë, ne peut pas faire de radio. Il n'y a pas une seule voix, en fait. Il n'y a pas une seule voix. Non, il n'y a pas une seule voix. Il n'y a pas une seule voix. On s'est posé la question, qu'est-ce que c'est qu'une voix de radio? Moi, on m'a embauché pour ma voix, et 2 mois après, on me mettait à la porte de Radio France pour ma voix. C'est une anecdote que je vous raconterai. Ça, c'est quand on se trompe de voix. En fait, la voix de radio, c'est une voix fantasmée. Parce qu'on écoute la radio et on imagine quelqu'un, vous l'avez sans doute tous fait, sans connaître la personne qui parle, en vous disant « Ah, cette personne, c'est un monsieur, il doit avoir 40 ans. » Et généralement, vous avez un portrait robot ou une dame. Alors si c'est une dame, elle est forcément jolie, hein, parce que c'est forcément une dame jolie. On n'imagine pas qu'elle puisse être moche. On n'imagine pas que le monsieur puisse avoir une grande barbe, qu'il puisse être chauve, qu'il puisse loucher, tout ça, on n'imagine pas. Et on fantasme sur la voix, et c'est tellement vrai que dans les années 70, 1970, il y a une radio qui s'est créée à Paris qui s'appelait FIP, où ils ont décidé de jouer ça à fond, avec des voix. Alors c'était une radio de service, hein, et c'était ce qu'on a appelé les fipettes, des animatrices, que l'on imaginait toutes jeunes et jolies dans les années 70, elles l'étaient. Sauf qu'elles faisaient toujours le même métier dans les années 90-2000, avec la même voix, mais qu'elles avaient 50 ans. Mais ça, on n'imaginait pas, parce qu'on ne pouvait pas se transporter dans Madame à 50 ans. Ah oui, mais elle a une jolie voix, donc c'est forcément une jolie fille. Et donc, à FIP, ils ont joué avec une radio-service sur Paris. Vous êtes dans un embouteillage, si le feu passe au vert, c'est du sourire. Souriez, c'est l'espoir qui arrive. Voilà, et on a fait des radios comme ça, avec des voix pour faire un peu planer, fantasmer les gens, et ça a bien marché, ça a été une époque. Et puis, il y a quelque chose qui a tout changé, et qu'on a connu plus ou moins tous les autres, pas toi qui es trop jeune, ce sont les années 80, et c'est l'arrivée des radios locales. Avant l'arrivée des radios locales, il y avait quand même des types de voix standardisées. On disait, ah oui, mais sur France Inter, on écoutait Jacques Chancel, on écoutait, alors pas Jacques Pradel, mais Pierre Bouteiller qui avait un indicatif où il disait « Bonjour ». Vous vous en souvenez, et puis il y avait des gens comme ça, et donc il y avait des voix de radio. Et puis les années 80 sont arrivées, et là il y a eu l'explosion des radios locales. Et alors là, c'était plus pareil, parce que là, tout le monde s'est mis devant un micro. Alors, pour les auditeurs, c'était génial, puisque on disait, et vous l'avez sans doute connu, monsieur qui a mon âge avec les mêmes lunettes et les mêmes cheveux gris, mais qui est plus mince que moi, doit s'en rappeler, on disait « Ah, mais ceux qui parlent dans la radio, je les connais. Lui, je le connais. Cette invitée, mais je la connais, c'est ma voisine. » Alors qu'avant, la radio, c'était quelque chose qui venait de Paris, on ne savait pas, c'était quelque chose de neutre et de complètement anonyme. Et puis, c'est devenu un outil commun, et chacun s'est installé devant un micro. Et finalement, la voix de radio, ce qu'on imaginait en voix de radio, c'est parti, et on a entendu tout et n'importe quoi, ce qui a fait beaucoup de bien, d'ailleurs, à nos oreilles. On a entendu de la qualité et des choses absolument immondes. J'y ai participé, donc je le sais. Et là, le mur s'est écroulé, on pouvait tout faire. Voilà. Mais sinon, la voix de radio est généralement une voix fantasmée. Et quand, dans les années 80, nous, on interviewait quelqu'un, on allait interviewer quelqu'un pour une fête de village, pour une association, et la personne, on avait des gros magnétophones, et la personne nous disait « Je peux me réécouter ?» Et nous, comme on n'avait pas beaucoup d'expérience, on disait « Oui », alors qu'il ne faut pas le faire, il ne faut jamais faire réécouter, parce que la personne va toujours dire « Ah, j'ai pas dit ça, on peut recommencer ». Donc il ne faut jamais faire réécouter, donc on faisait réécouter,
Et dans les années 80, on n'avait pas ça, on n'avait pas les smartphones. Aujourd'hui, on s'enregistre des vidéos, on parle de si on a l'habitude. Mais dans les années 80, on n'avait pas de magnétophone, très peu. Et les gens nous disaient, c'est pas moi, je ne reconnais pas ma voix. Parce que quand on s'écoute de l'intérieur, quand on écoute de l'extérieur, on n'a pas la même oreille. Pourtant, on a la même voix, ça je vous le garantis. Mais on n'a pas la même oreille quand on s'écoute soit parler ou quand on écoute sa voix diffusée par un enregistreur. Donc au début, ça choquait. Ce qui maintenant ne choque plus personne, parce qu'on s'est tous filmés, on a tous dit quelques mots avec le petit, la petite. Donc aujourd'hui, tout ça est devenu très banal et très très courant. Sinon, qu'est-ce qui a changé? On va être obligé de faire un petit peu d'histoire de la radio pour parler de la voix, parce que les mœurs ont changé, la technique a changé. Je vais essayer, mais je ne garantis pas, parce que je suis là pour parler, mais je ne suis pas un bon technicien, je vais essayer de vous faire écouter 30 secondes de quelque chose, si j'y arrive. Et si j'y arrive pas, je vous ferai une imitation. Oh oui, une imitation. On doit y arriver, hein. C'est pas long. Je pense que, je mets l'enceinte devant vous, je pense que vous allez l'entendre. Ah, on a raté le début. On a la publicité. Ici, Radio Cité. Mes chers auditeurs. Il veut pas. Il veut. Bon, on a mes chers auditeurs, bonjour. Ou madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Ici, Radio Cité, madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Ça, c'est la radio de nos grands-parents. En poulet. Oui. Alors pourquoi? Oui, mais pourquoi? Pour attirer l'attention. Sur les vieilles actualités, c'est... Oui, mais pourquoi? Incroyable. Pourquoi? Alors, c'est la façon de parler. C'est la façon de parler qui a changé. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis sur une estrade. Je parle à tout le monde. Aujourd'hui, on est dans un studio. On parle à une personne. Et ça change tout. Ça change la voix. Ça change la façon de s'exprimer. Si je dis, mesdames, mademoiselles, messieurs, est-ce que vous savez qu'il y a un parking près d'ici, que vous vous êtes garé? C'est pas la même chose que si je dis, Claire, est-ce que tu as dit à ce public aimé qu'il y avait un parking à côté et qu'ils peuvent mettre la voiture? Tout d'un coup, la voix n'est plus la même, le ton n'est plus le même, et l'ambiance n'est plus la même. Et quand on arrive, nous, à Radio France, il y a des choses qu'on nous apprend, parce que quand même, il y a des professionnels qui, bon, et là, pour travailler, il faut apprendre. On nous dit, voilà, en radio, aujourd'hui, on parle à une personne. Alors, les nouveaux animateurs, on va faire un exercice que, Dieu, on est trop fort, on n'a pas besoin. Du style, tu mets une radio, la photo de quelqu'un que tu aimes bien devant toi, ta femme, ton ami, ton chien, et tu lui parles. Voilà. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en radio. On parle à une personne, on ne parle pas à un groupe. Tandis qu'à l'époque, c'était madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Alors forcément, ça devient tout de suite plus solennel. Et puis, il y avait autre chose qui a changé, c'est que, alors ça se voit pas dans l'extrait que j'ai voulu vous faire entendre, c'était madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, debout. Maintenant, c'est madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, c'est assis. Et ça aussi, ça pose une situation, si je parle debout, ou tout de suite par réflexe, si je parle assis, vous m'entendez encore, mais le ton, le sens est le même, mais le ton est différent. Donc, on a changé complètement la façon de s'exprimer. Ça a modifié notre perception parce que les outils ont changé, parce que les années 60 sont passées par là. Dans les années 50, c'est encore très très solennel. Hein. Quand on regarde les vieilles actualités, c'est quand même un ton... Ah, mais madame, monsieur, bonjour. C'est encore ça, les années 50. Et les années... Alors, il y a une sociologie aussi qui est intéressante à étudier en même temps que la radio. C'est que la radio, c'est le reflet de la vie. Et la vie, dans les années 60, elle bouge. Dans les années 60, on pousse. Mais 68 n'est pas loin. On libère, on pousse. On essaie des choses nouvelles. On fait de nouvelles expériences. On s'assoit. On commence... Alors, pas sur Radio France, mais on commence un petit peu à se tutoyer. Un petit peu. On n'arrive plus avec le costume cravate. Les débuts des années 60, c'est encore le costume cravate. Rappelez-vous les Beatles en 1964. Cheveux courts, costume cravate. 70, barbe longue, tout a explosé. C'est la même chose en radio. C'est la même chose. Et le public a changé. Dans les années 40, 30, nos arrière-grands-parents, ces années qu'on n'a pas vécues, même vous et moi,
l'auditeur regarde la radio. On se réunit le soir, madame sort son tricot, monsieur fume sa pipe, les enfants sont quelque part couchés à 8 heures tout de suite, et on est devant la radio et on écoute les dramatiques. Et voilà, et on est au spectacle. Mais aujourd'hui, enfin, vous ne regardez plus la radio quand vous l'écoutez, quoi. Qui regarde la radio en l'écoutant? On fait autre chose. Logique. Faites la vaisselle, la cuisine. Oui, bon, on a tous autre chose à faire. Donc, l'auditeur a lui aussi changé. Voilà. Donc, l'animateur a changé parce que la vie a changé, parce que l'auditeur a changé aussi. Alors, évidemment, le changement de société, l'arrivée des radios locales a modifié beaucoup de choses. On a aussi, nous, dans les années 80, joué à faire de la radio. Du style, je ne sais pas faire de la radio, mais j'y vais. Donc, on a tous imité les animateurs qu'on entendait. Alors, c'est remarquable, parce qu'on avait tendance à parler « Eh bien oui, bonjour, nous sommes aujourd'hui... » Il y avait un sketch, d'ailleurs, que je n'ai pas retrouvé. Je crois que c'est un sketch de Pierre Péchin, qui s'appelle l'animateur de radio. C'est dans les années 80, tout début des années 80. Et c'est ça, le sketch. C'est le gars qui rentre chez lui, qui est animateur de radio. Eh bien, ma chérie, bonsoir. Il est 20h, je te souhaite une bonne soirée en ma compagnie. Après un petit apéritif que je te laisse me préparer, nous coucherons les enfants et nous aurons un tête-à-tête avec un dîner sympathique. Nous aurons en première partie des hors-d'œuvre que tu auras préparés. Et voilà, et on joue à faire de la radio. Et donc, c'était une caricature de ces radios de ces années-là. Question, aujourd'hui on est beaucoup plus naturel, on parle beaucoup plus naturellement aux gens, les gens sont beaucoup plus naturels devant la radio puisqu'ils font autre chose. Est-ce que je suis le même à la radio que dans la vie? Ah, pourquoi? Alors on pourrait dire, ben oui, puisque c'est évolué, on parle naturellement. Mais non, en fait, non. C'est... Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on apprend à le faire. Déjà, on acquiert une technique. Si vous voulez, là je vous parle et j'ai pas besoin de micro. Parce que ma voix se place naturellement. Et quand je suis à la radio, ma voix se place naturellement. Demandez à ma femme, quand je lui demande de me passer les cornichons à la table, ma voix elle n'est pas placée pareil, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu dis? Je comprends rien. » Donc non, c'est pas la même chose quand on est dans la vraie vie. Et surtout quand on est à la radio, je suis animateur de radio, bonjour, bon samedi, nous sommes le 13 novembre, je souffle. Demandez à ma femme, dans la vie je fais tout le temps la gueule. On ne sourit pas naturellement quand on parle dans la vraie vie. Or là, effectivement, on arrive, alors on s'assoit, ce que je fais là, vous observez, je l'ai fait d'instinct, je ne l'ai pas calculé. On est droit. Voilà. On est droit parce que, bon, ça c'est les vieilles techniques que les chanteurs, chanteuses connaissent bien. On ne peut pas couper la voix, on ne peut pas couper le souffle, on ne peut pas faire une interview comme ça, bonjour, alors aujourd'hui on est très bien. Il ne fait pas très beau, mais ça va s'arranger. Hein. Donc on ne peut pas faire ça. On a aussi un matériel, il faut qu'on prenne dedans. Matériel qui nous permet de donner ce qu'on va appeler de la présence à sa voix. Alors, c'est quoi la présence que l'on peut donner à sa voix? Ça, je me suis posé longtemps la question. Qu'est-ce que c'est la présence qu'on peut donner à sa voix? La présence qu'on peut donner à sa voix, ça peut être l'absence, ça peut être le silence, ça peut être une façon très calme d'attirer votre attention. Quand je suis rentré à Radio France, il y avait quelqu'un, pour ceux qui écoutaient France Inter à une époque, qui s'appelait Ève Ruggieri. Voilà. Elle a quand même marqué. Et c'était Ève raconte. Alors je l'ai vu travailler, moi j'étais stagiaire, j'avais 25 ans. Je suis allé, j'ai regardé avec le groupe de stagiaires, on était 7 stagiaires, et on a regardé Ève Ruggieri travailler. Alors elle racontait pendant un quart d'heure, je crois, hein, l'histoire. Bon, c'était travailler son truc. Hein. Et elle avait une petite fiche sous les yeux, et pas plus. Elle faisait de la concentration.
un exercice de concentration. À une époque, Europe 1 essayait de faire une concurrence en mettant Annie Girardot pour raconter, mais Annie Girardot lisait. Alors c'était bien aussi, mais c'était autre chose. Tandis qu'Ève Ruggieri, c'était de la concentration. Et elle nous a donné ces trucs quand elle est sortie d'émission. Elle a dit effectivement, je suis très concentré, donc je suis très... Elle a dit, j'ai marqué des points, je sais où je vais quand même. Il y a une fin, un début, un milieu, un corps de texte, mais les mots ne sont pas écrits. Elle disait, en revanche, à un moment donné, je suis sûr que j'endors tout le monde. Parce que pour parler tout seul pendant 3 quarts d'heure, sans avoir l'auditeur, hein, sans le regarder dans les yeux, là je vous regarde, donc je viens vous chercher. Donc à la limite, si vous avez envie de regarder votre téléphone, vous n'osez pas parce que je vous regarde. Mais elle était seule dans le studio. Et elle disait, donc j'ai un truc, mon premier auditeur, c'est le technicien de l'autre côté de la glace. Puisque dans cette façon classique de travailler en radio, qui se fait plus forcément d'ailleurs maintenant, il y avait une glace avec derrière un technicien, voire plusieurs techniciens, et l'animateur, l'animatrice, les journalistes. Et donc elle disait, je raconte mon histoire, je le regarde un peu, quand même. Et à partir du moment où il va faire autre chose, c'est qu'il ne m'écoute plus. À partir du moment où je vois son regard dans le vide, c'est que je le lasse. Alors elle disait, je trouve un truc. Éventuellement, je m'arrête. Je dis, mais qui c'est le fait? Ou alors je parle plus fort, ou alors je m'emballe, ou alors je m'excite. Et tout ça, ce sont des choses qui sont faites effectivement pour aller chercher l'auditeur. Alors donner de la présence à sa voix, c'est arriver à capter l'auditeur, peut-être à faire des silences. Ça peut être aussi ce que je vais faire devant vous et qui est très simple. Donner de la présence à sa voix, c'est ça. C'est être plus près. C'est être au milieu de vous. Donner cette impression d'être au milieu de vous. Alors ça, on fait comment? On a déjà du matériel, et puis on se l'imagine, et puis on parle à une personne, et tout ça, ça vient après. Après, on ne calcule plus, si vous voulez. Après, on calcule plus. Je vais être obligé de vous parler de moi. Désolé. On va être obligé de remonter encore au siècle dernier. Pour vous expliquer comment moi je suis arrivé là-dedans et ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu dans ce métier. Quand j'étais adolescent, avant 1981 et les radios libres, un jour j'ai dit à mes parents, j'aimerais faire de la radio. En fait, j'avais une idée dans la tête. Le matin, le journal de France Inter, à 7h30, mon père se rasait, me réveillait et tout. Et j'entendais une voix qui faisait « France Inter, il est 7h32 ». Que ça. Et après, il y avait une autre voix qui enchaînait. Je me disais « mais c'est ça que je veux faire moi comme ça ». Mais ça me plaît ça. Hein. Dire France Inter, il est 7h32, ça me plaît. Et j'ai dit à mes parents que je voudrais faire de la radio. Alors mes parents catastrophés. Qu'est-ce que c'est embarrassant, un fils qui veut faire de la radio dans les années 70 qu'est-ce qu'on va en faire? Et parce qu'à l'époque, en Provence, où je vivais près d'Aix, à Salon-de-Provence, vous n'aviez pas Sud Radio, hein, qui était une grosse radio régionale, vous n'aviez pas Europe 1, vous n'aviez pas RTL, qui n'avait pas d'émetteur assez puissant, donc vous avez France Inter avec RMC, qui est la radio du Sud-Ouest, hein, avec les stars de l'époque, Jean-Pierre Foucault, Léon et toute une bande, et puis vous avez France Culture, France Musique, et c'est tout. Voilà. Donc il faut aller à Paris, donc mes parents sont catastrophés. Et mon père me dit, mais attends, moi j'ai un copain, mon père était inspecteur des impôts, j'ai un copain, il a fait l'école des impôts avec moi, il s'appelle Gérard Cyr. Gérard Cyr, alors certains se rappellent peut-être encore de ce nom qui est un peu oublié. C'était un animateur qui avait une très belle voix le matin, une voix chaude, une voix chaleureuse. Quand on a entendu Gérard Cyr, on ne l'a pas oublié. Il a fait un petit peu de cinéma, on le voit dans les films de Lelouch. Hein, c'est lui qui joue le directeur de la prison quand les malfrats s'évadent avec les cheveux blancs et les lunettes. Et puis c'est le complice de Jean-Yann, il a écrit plein de films avec lui, il a fait des feuilletons télé. Et mon père me dit, il a fait l'école des impôts avec moi, Gérard Cyr, tu vois, il est très gentil. Si tu veux, aux vacances, monte à Paris, puis je te présenterai Gérard Cyr et il te fera visiter. Ouais, super, génial et tout. Et Gérard Cyr meurt. Et je me dis, je ne ferai jamais de radio. Voilà. En fait, il avait un cancer du poumon, ça ne se savait pas, il n'avait plus qu'un poumon. Et je me dis, je ne ferai jamais de radio. Les radios locales sont arrivées en 81. On m'a demandé si je voulais faire de la radio parce que je faisais du théâtre. J'ai dit oui, je veux bien. Après, on m'a demandé si je voulais te payer. J'ai dit oui, je veux bien. On m'a dit c'est un poste à mi-temps. J'ai dit bon, je ne fais rien.
Et puis après, plus tard, on m'a dit, c'est un poste à plein dedans, tu es toujours d'accord? Oh bah oui. C'était vraiment des années bénies, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. Et donc j'ai fait de la radio dans une radio privée, une radio libre. On pouvait tout faire, et on faisait tout. Il n'y avait pas de règles, personne ne savait faire. Le directeur était un ancien du Club Med, donc il n'avait pas fait de radio, personne n'en avait fait. On montait nous-mêmes un émetteur, on faisait tout, quoi. On balayait, on se retrouvait devant les platines 10, on se retrouvait au micro, on faisait un peu tout. Et tout ça, c'était super sympa. Et puis on a vécu des aventures folles dont on parlait il y a quelques minutes. Là, on a fait des choses inimaginables. Moi, je me rappelle être sur un balcon on avait dans une tour, dans des grands ensembles, dans une ZUP. C'est là que la mairie avait mis une radio. Et il faisait très chaud, c'était en Provence. On a dit qu'on allait faire une émission à la mer. Voilà. Donc on avait une piscine gonflable sur le balcon, on avait une micro-perche. On n'avait pas prémédité, hein, donc on était tous en culotte dedans, et joyeusement on tapait sur l'eau pour faire croire qu'on était à la mer. Et puis il y avait les gens dans les cités, dans les tours en face, qui faisaient coucou. Et ça, c'était les années bonheur, les années de radio, on pouvait tout faire. Et puis il y a eu un concours à Radio France à Marseille. Et une fipette, donc une animatrice de FIP Marseille, m'a dit, mais Thierry, avec la voix que tu as, tu devrais venir faire de la radio. Bon. Ouais, pourquoi pas. Hein, après tout, on a 25 ans, on se dit, si j'allais à Marseille, finalement, ouais, peut-être une occasion. Et puis, Madame Lievret était avec moi. On y va. J'étais dans un grand couloir. Et on avait plein de personnes qui attendaient, là, qui avaient lu la petite annonce. Il diffusait à l'antenne, c'était Radio Provence à l'époque, et pas Radio France Provence, c'était Marseille. Puis une petite annonce recherchant animateur, animatrice pour la rentrée l'année prochaine. Bon, on était très nombreux. Et puis c'est mon tour, et je rentre dans un studio, c'est un studio de radio, noir. Un bureau, une lampe, comme chez les flics, hein, comme la Gestapo, hein, pareil. Et un type derrière qui, avec un papier, un crayon, me dit, parlez-moi de vous. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, parlez-moi de vous. Bon, bah écoutez, je suis né, j'ai fait des études, merci, on vous écrira. Bon, et je me rappelle très bien, même moi aussi, je suis parti de là en disant, je sais pas ce que je suis venu faire, je sais pas quoi. Voilà. Et quelques 15 jours, 3 semaines après, on a reçu une lettre, vous êtes convoqué pour un deuxième entretien. Et là, donc, j'ai su qu'en fait, ils recevaient des gens, ils écoutaient leur voix, et ils allaient les sélectionner uniquement sur la voix. Et qu'après, on irait plus loin. Après, on irait sur le côté connaissances, compétences, culture, tout ça. Et c'était dans un deuxième temps, ça. Et donc, j'ai été sélectionné pour ma voix. Je suis allé à Marseille. On nous a formés. On est allé à Paris, là où j'ai rencontré Thierry. C'était magnifique, hein, 15 jours à la maison de la radio. Pensez, vous avez 25 ans, tout frais payé en avion. C'est le rêve. Vous avez la maison de la radio pour vous, on vous accueille comme... Le PDG de l'époque nous reçoit. PDG de l'époque dont le nom m'échappe là, à ce moment-là, qui s'appelait... il va venir à Pau en plus, il devrait venir aux idées, mais je ne l'ai pas vu sur la liste. Bref, on va passer. Et j'arrive et je commence à l'antenne en juillet. On dit, vous pouvez commencer tout de suite, vous deux, Marie-Christine et toi, vous ferez les remplacements de juillet-août, et puis à la rentrée, vous resterez. Bon. Et c'était difficile, et c'était compliqué, et c'était pas marrant comme les copains, et c'était une très mauvaise ambiance, et c'était professionnel, dans tout ce que ça peut avoir de pire dans ces années-là, c'est-à-dire que l'audiovisuel, dans ces années-là, on gueule. En télévision, Jacques Martin et Guy Lux sont restés célèbres pour pouvoir gueuler sur les plateaux, jeter des stylos, des feuilles sur les assistants. Enfin, c'est les années où on gueule. On fait comme ça, parce que dans l'audiovisuel, c'est comme ça. Donc on gueule, et moi je ne le vis pas bien, parce que je viens d'entendre des copains. Et je fais un mois, et là je suis convoqué par Daniel Hamelin. Daniel Hamelin, France Inter. Et qui colle qui? Il avait fait un bouquin de devinettes que j'avais acheté à ma maman. Et c'est lui qui s'occupait de mettre en place la radio, mais c'est pas lui qui nous avait embauchés. Il me convoque, il me dit, bonjour monsieur, alors je vous ai écouté, c'est complètement inécoutable, vous avez une voix de casserole, monsieur ne rêvez pas, on s'est trompé. Alors vous savez que vous êtes en CDD, monsieur, vous prenez votre chèque à la fin du mois, merci, au revoir monsieur. Waouh. Ouais, waouh.
ça calme. Hein. Et alors, évidemment, je tombe des nues, et je lui dis, tel que vous me le dites, je ne peux rien faire. Là. Il me dit, non, ne rêvez pas, monsieur, vous ne ferez jamais de radio, c'est mauvais, c'est inécoutable, c'est moche, ne rêvez pas, enfin, bon, la Gestapo. Hein. Et au revoir, monsieur. Et il ne me regarde plus, et il se remet dans ses papiers. Et bon, bah, à l'époque, j'avais 25 ans, hein, je n'ai pas cassé la gueule, donc, et j'ai bien fait, puisque je suis retourné plus tard. Et je suis sorti complètement ravagé, parce que quand on touche à la voix d'une personne, en fait, on touche à son intimité. Donc, un animateur de radio à qui on dit « vous avez une voix de casserole », il est mort. Il ne peut plus parler. Il n'y arrive plus. Ça se coince. C'est l'émotion qui est prise. Il se dit « je vais être mauvais, j'ai une voix de casserole, je suis nul ». Donc, ça se coupe. Et voilà. Alors, je suis retourné dans ma radio, j'ai refait de la radio. Je suis retourné à Radio France plus tard, et j'ai su pourquoi, en fait, j'avais une voix de casserole. Parce que quand je suis retourné à Radio France, que j'ai repostulé, j'ai dit, vous savez, moi je repostule là, parce que c'était les années 90, le temps avait passé, Daniel Hamelin, on m'avait dit, Daniel Hamelin n'est plus responsable des radios, tu n'as plus une boîte de casserole, repostule. Je repostule, je suis repris. Et en fait, Daniel Hamelin avait quelqu'un d'autre à placer, qui était plus compétent que moi, et qui s'appelait, alors moi je ne comprenais pas, parce qu'on était en 85, je disais, il a un drôle de prénom, ce gars, il s'appelle comment, Nagui. Et en fait, il avait découvert Nagui, qui était un petit diamant brut, qui était plus capé que moi, hein. Et donc il a trouvé que c'était plus simple de me virer en disant, vous avez une casserole, au revoir, prenez votre chèque, terminé, ne rêvez pas. Et donc, je suis rentré à Radio France une deuxième fois en disant, voilà, bon. Alors évidemment, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. En me disant, mais qu'est-ce que moi j'aurais dit à un gars, voilà, je suis responsable d'une radio, j'ai un gars en CDD, pas mal, et j'en ai un là qui est mieux. Qu'est-ce que je lui dis? Lui dire, vous avez une voix de casserole, c'est le tuer. Ne rêvez pas, c'est le tuer. Non, moi j'aurais dit, écoutez monsieur, je vous écoute depuis un mois, c'est pas mal, vous avez un potentiel, vous avez une difficulté, vous n'arrivez pas à tenir la distance. Donc on va arrêter, vous êtes en CDD, vous le savez, on va arrêter parce qu'on n'est pas à l'auto-école, on n'a pas le temps de vous attendre, on a fait un petit peu de formation, on n'a pas le temps de faire plus. Mais vous partez déjà avec Radio France sur votre CV, donc c'est un plus, vous n'avez pas perdu votre temps. Travaillez, le monde de la radio est petit, travaillez, peut-être demain on se retrouvera. C'était un langage complètement différent. Voilà. Mais c'est pas ce qu'il a choisi, donc, puisque ces années-là on flinguait. Hein, donc, voilà. Et je suis revenu à Radio France en disant donc, vous savez, moi j'ai une voix de casserole parce que quand même je suis complexé. Et on m'a envoyé chez quelqu'un, un spécialiste de la voix. Alors les fans de France Inter connaissent ce nom aussi parce qu'il était réalisateur du Téléphone sonne le soir. Il s'appelait Victor Azaria. Azara c'est un autre. Et il donnait des cours de voix en plus. Il faisait travailler la voix. Alors tout le monde est passé, tous les animateurs de l'époque sont passés dans ses mains. Hein. Et moi j'ai dit, vous savez, voilà, on ne disait pas maître, mais enfin c'était peu l'idée. Moi j'ai une voix de casserole. Et il m'a fait entendre un truc, alors c'était un enregistrement à l'époque sur cassette. Hein. Il m'a dit, tiens, écoute ça. Et j'écoute. Bonjour, c'est les cinglés du musical, nous allons parler de swing. Alors, avec le swing de Daz Manouth, et je dis, ah bah oui, c'est Jean-Christophe Alberti. Et il me dit, tu trouves qu'il a une belle voix? Il parle 10 fois trop vite. Il a un cheveu sur la langue. Il a une voix super aiguë, tu trouves qu'il a une belle voix? Donc, qu'est-ce qu'il a de plus que toi? Il intéresse les gens. Donc, effectivement, une belle voix est une voix qui intéresse. Et donc, depuis j'ai la voix que j'ai. Alors, on m'a fait un reproche sur ma voix. On m'a dit, tu chantes à l'époque. Tu chantes. Alors, je ne comprenais pas. Tu chantes. Oui, alors bien sûr, oui. Alors, aujourd'hui, c'est le matin, le ciel est bleu, il fait beau, les petits oiseaux chantent, nous aurons... On m'a dit, tu chantes. À l'époque, on gueule. Hein. On ne m'explique pas. Et c'est au théâtre. On m'expliquait. On m'a dit, pour pas chanter, tu marques les points et les virgules. Et tu chanteras plus, tu restes neutre. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouve à Fort-des-Bourdais quand la bise fut venue. Tu montes la voix à la virgule, tu la baisses. Et
Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle a crié famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Est-ce que ça vous gratouille ou est-ce que ça vous chatouille? Et c'est lui jouer. Et c'est lui jouer. Voilà. Et alors vous rajoutez en plus la diction, la cigale ayant chanté tout l'été, c'est énorme. Elle se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Et c'est Fabrice lui qui dit. Voilà. Uniquement technique, sur de la voix, de l'articulation, de la prononciation, ou la façon de parler. Technique, virgule, point, articulation. Ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire ou pas, parce que là, je vais vous poser la question, notre voix, c'est quand même notre intimité. Est-ce qu'on peut laisser nos sentiments, ou est-ce qu'on doit, ou est-ce que nos sentiments passent vraiment dans notre voix ou pas? Je pense. Parce que c'est vrai que, c'est vrai que moi qui ai des petits problèmes de prononciation, je suis aussi animateur radio sur une radio locale. C'est vrai que comme tu le disais très justement, quand j'ai un texte de près, il ne faut pas que je dise patati patata, non, patati patata, patata patata, patata, pas. C'est vrai que... Il y a la façon de le dire, ouais, mais il y a aussi l'émotion qu'on peut ressentir ou pas. Il y a aussi la fatigue, on n'est pas des machines. Hein. Une machine, c'est préenregistré, vous appuyez sur le bouton, c'est impeccable, ça s'arrête. Nous, on n'est pas des machines, nous, on a une vie. On est fatigué, on arrive, on n'a pas dormi. Ce matin, j'ai dormi 2 heures, je suis arrivé, il fait beau, non, il fait pas beau, il y a de la pluie, on grogne, et on a dormi 2 heures. Donc, ça nous arrive, on perd nos conjoints, nos parents, nos ascendants, on est à l'antenne, il faut qu'on se préserve de tout ça, mais quand même, ça nous touche, ça nous affecte. On est malade, ou on travaille trop, on en fait trop. On est fatigué de travailler trop, de trop parler. On a un point commun généralement lorsqu'on est fatigué de trop parler, c'est que, bonjour, alors ce matin, il fait beau, les petits oiseaux chantent, mais enfin, nous aurons la pile. On n'articule plus. On n'articule plus parce qu'on est fatigué. Donc on n'arrive plus à faire l'effort physique d'articuler et de dire, quand je sens que je suis fatigué, je fais un peu Lucchini. Je recherche l'énergie, au fond, qui m'échappe. Après, est-ce que nos émotions doivent passer à l'antenne? Moi, je dis oui. D'abord, ça prouve à l'auditeur qu'on est comme lui. Ça prouve qu'on est humain, il n'est pas de machine. Et puis, on se retrouve parfois dans des moments difficiles, où on subit des événements et ça nous affecte. Moi, une des émissions les plus dures que j'ai fait sur le plan émotionnel, d'ailleurs, rien que d'en parler quand même, ça m'affecte toujours, 10 ans après, c'est l'émission où il y a eu l'enterrement du petit Alexandre Jenga. On a retrouvé découpé en morceaux. J'étais à l'antenne le samedi matin. Je ne suis qu'animateur. C'est ma collègue Marilyn Napias qui lit les infos. Et on a le témoignage de la maman, et on a Martine Mercassou qui prononce un discours, et on a les gens. Et nous, on est complètement démolis de passer ça pendant 2 heures. Parce que ça tourne en boucle, ça revient tous les quarts d'heure. Et derrière, il y a le jeu. Alors, c'était pas le jeu de la douche à l'époque, comme on fait aujourd'hui, mais il y a le jeu de je sais plus quoi. Pouet, on va jouer. Est-ce que vous pouvez jouer comme ça, normalement, dans ce contexte-là? Non, vous ne pouvez pas. Ou alors, vous êtes complètement déphasé, ou alors vous allez choquer votre auditeur. Des fois, c'est bien de choquer ou de remuer un peu. Mais là, vous allez le choquer, puis vous ne pouvez pas. Donc, on va jouer sobrement. Ce matin, on va pas faire d'humour, hein, on va pas faire de jeu de mots, on va assurer, on va faire le job, on va faire calmement l'émission. Et donc, il y a forcément des moments qui, à l'antenne, nous affectent. Puis il y a des moments où l'émotion, c'est aussi le fou rire. Hein. Ça arrive de moins en moins, malheureusement, parce que la vie est de moins en moins drôle. Mais le fou rire, ça vous arrive toujours quand il ne faut pas. Du style, vous avez quelqu'un qui meurt. Moi, je me rappelle, malheureusement, dans les années 80, dans ma radio, quand Grace Kelly, la princesse de Monaco, a eu son accident, on avait un fou rire pour annoncer ça. On ne pouvait pas, c'était pas possible, les gens n'auraient pas compris, ils nous auraient insultés. Mais ça tombe toujours au mauvais moment. C'est les nerfs aussi, c'est nerveux. Alors après, il y a les nerfs, hein, effectivement, hein, il y a les nerfs. Il ne faut pas rire, il faut pas rire. Ah oui, mais alors, généralement, ça fait rire l'auditeur. Le rire est communicatif. Hein. On arrive en riant, on va vous faire rire. Au bout d'un moment, si on est un peu sincère, si c'est un peu marrant,
la salle va rire, on va y arriver. Mais il faut que ce soit vrai, quand même. Il ne faut pas que ce soit plaqué. Si on n'est pas sincère, l'auditeur s'en rend compte. Si on lui ment, le mensonge passe dans la voix. Bonjour monsieur. Vous avez de belles lunettes, vous avez acheté ça pour vos 25 ans? Ça vous fait rire ou ça... Parce que c'est pas crédible. C'est pas crédible. Alors évidemment, tout dépend si on est journaliste ou animateur. L'animateur peut se permettre des choses que le journaliste ne se permettra pas. L'animateur peut délirer un peu. L'auditeur aime bien délirer avec l'animateur. Nous, à France Bleu, on a un compliment, moi je trouve que c'est le plus beau compliment qu'on reçoit, et il est permanent, c'est « merci pour votre bonne humeur ». Voilà. Alors au début, pendant très longtemps, j'ai eu un complexe en disant « tu vois, je suis qu'animateur radio, je ne suis pas avocat comme Thierry Sagardolito, je ne suis pas directeur comme machin, je ne suis qu'animateur radio ». Puis à un moment donné, j'ai compris qu'au fond, oui, bah voilà, tu es animateur de radio, et alors? Voilà. Et tu chantes? Oui, ben, je suis l'animateur qui chante. Et puis voilà, et si les gens s'y retrouvent, et si ça leur fait content, si ça leur fait plaisir, s'ils sont contents, on n'est pas là, nous, en radio locale, pour changer la vie des gens. On est là pour les mettre en avant, pour leur donner la parole. Alors, les interviewer, l'interview, moi, c'est un des exercices que j'ai préféré, parce que c'est vraiment créer un lien avec la personne. C'est arriver à faire dire quelque chose à quelqu'un qui n'a pas forcément envie de vous le dire ou qui n'est pas là pour ça. Et c'est, à mon sens, avec les émissions que j'ai eu la chance de faire, c'est la chance de pouvoir aller chercher quelque chose et de découvrir quelque chose. Il y a quelqu'un qui est un petit peu connu à Pau, certains d'entre vous le connaissent, c'est Pierre-Henri Ardonceau, directeur de l'UTLA, qui m'appelle l'archevêque. En disant, toi tu confesses tout le monde, on n'a pas envie de le dire, tu confesses et on te le dit au micro. Voilà. Et alors ça aussi, c'est une technique de voix, c'est important, parce que c'est établir un contact. Je ne vais pas dire, Claire, bonjour, est-ce que tu peux aller me chercher à boire, s'il te plaît? Tu ne vas pas y aller, tu ne vas pas avoir envie, mais j'ai très soif, ça fait 1 demi-heure que je parle, je ne peux pas me trouver quelque chose. Tout de suite, ça va mieux passer. Et donc, dans la façon de mener une interview, j'ai découvert avec l'expérience qu'on pouvait faire dire des choses aux gens en cherchant à être un peu comme eux. Je ne vais pas dire que c'est du mimétisme complet, mais je ne suis pas le même. Quand j'interviewe Madame Théillard, je suis autonomas, elle a 101 ans, aujourd'hui elle ne fait plus d'interview, mais quand elle était jeune, elle avait 90 ans, je l'interviewais régulièrement, j'étais pas le même avec Madame Théillard qu'avec le Club des Motards. Parce qu'avec le Club des Motards, salut Thierry, oui et toi, bon, même si on se voit à l'antenne, on va aller chercher le Club des Motards en leur parlant d'une certaine façon, alors que Madame Théillard, je ne dis pas que je vais mettre le nœud papillon, le costume et la cravate, j'en ai pas. Mais je vais avoir une autre tenue, je vais faire attention à mon vocabulaire. En fait, on essaie de se mettre à la portée, au niveau, c'est pas la bonne expression, mais de faire un peu comme l'autre, de parler le même langage ou la même chose que l'autre. Et en cherchant un peu la complicité ou en créant un climat. Alors, des fois, parfois, en créant un climat, dans une interview, on obtient des choses que personne n'a jamais eues. Alors, c'est des petites perles. Quand j'ai commencé une émission, il y a quelques années, qui s'appelait Pain aux brioches, c'était 1 heure d'interview en tête-à-tête avec une personnalité. Et pour la première, on m'a dit, oh, prends Jean Lassalle, prends Jacques Pellerin, c'est du bonheur, tu vas voir. Ça va être facile avec eux. Et je dis, ouais, mais je sais, mais c'est... Interviewer Jean Lassalle, on sait que c'est facile, quoi. On sait que ça va marcher. Mais c'est presque du non-événement maintenant d'interviewer Jean Lassalle. Mais j'ai dit, non, je vais prendre Martine Lignières-Cassou, qui était maire à l'époque. On m'a dit, Martine, elle est pas bonne, elle bafouille, elle a une voix de mec, voilà. Prends pas Martine. J'ai dit, si, je vais prendre Martine Lignières-Cassou, parce que moi, je la sens, Martine Lignières-Cassou. C'est quelqu'un qu'on sous-estime à l'oral et qui a quelque chose à dire. Alors, j'ai interviewé Martine Lignières-Cassou. Alors, évidemment, pas de spectateurs, hein, tous les deux en tête-à-tête, dans un climat très, très feutré d'un studio. Pas de technicien non plus, personne, que nous deux. On fait l'interview et puis ça dure. Et puis dans la durée, vous pouvez obtenir des choses que vous n'aurez pas en 5 minutes. En 5 minutes, tu ne vas pas forcément me parler de ton enfance. Si je te pose ce genre de questions au bout d'une demi-heure,
va peut-être y venir. Et il y a le climat, la voix, la façon d'être avec l'autre, peut créer un moment de grâce, voilà, ou inattendu. Et à un moment donné, dans l'interview, je dis à Martine Ignarcassou, je pose une question, je ne sais pas ce qu'elle va me répondre, et en plus, je n'ai pas travaillé ma question. Je me dis, les politiques, quand même, ils n'en prennent pas la gueule. Ça ne va pas être marrant pour eux. Je vais aller sur ce terrain-là, puis je vais voir. Et je lui ai dit, Martine, la rumeur, ça fait rire, on s'en moque, ou ça fait mal. Et là, il y a un grand blanc. Je ne sais pas du tout ce qu'elle va me répondre. Et là, elle me dit, eh bien, je voudrais dire, je profite de cette occasion pour dire que je ne suis pas homosexuel. Non. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Rien, on laisse faire. On regarde et puis... Et elle explique, oui, peut-être parce que la peau, on dit que je vis avec une femme, c'est pas vrai, je suis marié, peut-être c'est un fantasme des Palois qui avait André Labarrère avant. Et là, elle me vide son filet. Alors on laisse faire, hein. Faut pas trop en dire, hein. Faut pas couper le robinet là, hein. Faut laisser faire, les silences et tout. À la diffusion, il y a eu un montage, j'ai volontairement raccourci certains silences. On les aurait acceptés, hein, à l'écoute, mais ils en étaient trop intimes, gênants. Voilà. Donc j'ai laissé des silences, mais des silences moins longs. Et puis elle a joué le jeu en se livrant à fond. Je lui ai dit, on a fait le questionnaire de Proust, quelle est la qualité que vous aimeriez avoir? Elle m'a dit l'éloquence. Je dis pourquoi? Vous aimez un complexe? Elle me dit oui. Et là, on est vraiment dans voilà, les moments de grâce où on arrive à obtenir quelqu'un par un jeu, par un climat, par la voix. Hein. Je ne l'ai pas brusqué, hein. On y est allé très doucement pour obtenir quelque chose. Une semaine après, je recevais François Monclin, notre rugbyman préféré. Le rédacteur en chef me dit, ah, lui aussi, tu vas lui demander s'il est homosexuel? Je dis, mais non. Arrête, je ne vais pas me poser la question comme ça. Je lui dis, tu vas te prendre de baffes. La douche. Non, voilà comment on peut obtenir des choses. Alors ça, ce sont des questions de climat, de voix, de jeu. Parce qu'au fond, nous, les animateurs de radio, on a la grosse différence entre nous et les journalistes, c'est que le journaliste, il est là pour donner l'info. Généralement, elle est mauvaise. Voilà. Généralement, c'est une catastrophe. Généralement, on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Alors, nous, si. Mais nous, on a un devoir qui devient plus ou moins inné, qui est forcément dans notre tempérament, c'est qu'on est joueur et on cherche à séduire. L'animateur est le meilleur ami de son auditeur ou de son auditrice. Donc on est là pour vous aimer. On est là pour vous faire gagner un bon d'achat de 50 € à de peau. On est son meilleur ami. Et ça, c'est un privilège. Pourquoi on fait animateur de radio? Je me suis souvent posé la question, mais au fond, faut être débile pour être animateur de radio, quoi. Quand on est sain, on est banquier, quoi. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller se mettre en difficulté pour avoir des parcours compliqués? Parce que les parcours sont compliqués, il y a très peu de Drucker ou de Bouvard ou de Drucker. Hein. Il y a beaucoup de laissés pour compte. Quand j'ai commencé à la radio, on était 80, on a les années 80. Aujourd'hui, on est 2 à subsister. Il y a du déchet, hein. La vie fait que, voilà, c'est pas facile. On a eu longtemps, on était CDD, on a enchaîné 14 années de CDD, ça veut dire déménager, quand on est animateur à Radio France, déménager à peu près, régulièrement, nous on déménageait tous les 4 ans, parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, on va lasser notre directeur, et qu'on préfère lui dire, quand tout va bien, écoute, c'est ma dernière année, l'année prochaine, je m'en vais. Ah, mais reste encore un petit peu, ça se passe bien. Oui, mais justement, ça se passe bien. T'es content? Oui, bah alors je m'en vais. Et alors à ce moment-là, il vous aide à partir, il vous postulez, et au lieu d'être viré d'une radio, vous arrivez avec un directeur qui dit, ouais, mais j'ai machin, il me quitte, je suis bien embêté, vous négociez un salaire, parce qu'à l'époque, c'était du marchandage de tapis, hein, les salaires. Et donc, ça veut dire aussi, le conjoint déménage, les enfants déménagent, pas simple. Pas simple. Je parle beaucoup de moi et peu de vous. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je suis pas française du départ. J'ai été élevée en anglais
Et quand je suis venue à Pau, non, en France en fait, j'ai trouvé que petit à petit, j'ai compris que les gens avaient des accents. J'ai commencé à Montpellier. Et alors, il y a très longtemps avant ça, j'écoutais la radio américaine et on parlait du fait qu'on choisissait un accent plutôt anodin, oui, pour que tout le monde puisse comprendre. Et aussi pour ne pas répondre, par exemple, l'accent du Texas. Est-ce que quand vous avez commencé, on vous a embauché parce que vous n'avez pas l'accent du sud-est de la France? Alors, à votre avis, j'ai l'accent du sud-est de la France? Non. C'est une chance. Ah bon? C'est une chance parce qu'effectivement, aujourd'hui, depuis les années 80, on vous dit non, mais aujourd'hui ça a changé. Aujourd'hui, on est libre, hein, on peut tout faire. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'animateurs de radio ou de télé avec l'accent? Non, aucun. Jean-Michel Apathy, C'est le seul. Michel Cardoz dans les années 90, avec sa moustache frisotée qui faisait la météo avec les dictons du sud-ouest. Voilà. Alors pour le rugby, ça collait bien. Hein. Mais sinon, est-ce qu'il y a beaucoup d'accents? Bah non, pas vraiment. Alors on dit, oh mais les accents maintenant c'est bien, vous savez, on n'a plus de complète qu'avec ça, on représente les territoires. Non, alors c'est vrai qu'à France Bleu Pays Basque, vous avez des animateurs, ils ont l'accent de Basque, hein, Oui. et ils mettent des R même dans les mots, il n'y en a pas. Hein. C'est Radio France, Pays Basque, et même sur Basque, ils mettent un R. Hein. Et, alors ça passe très bien, Pays Basque. Que les gars aillent faire un CDD à Besançon, ça passera pas. Donc on n'est pas sorti de cette question des accents. Je pense qu'on n'en sortira pas, puisqu'avec les radios locales, on n'en est pas sorti. Je pense qu'on n'en sortira pas. Ouais, ça répond peut-être à un besoin d'identification, donc il faut que ça soit finalement le plus neutre possible, surtout sur les radios nationales, voilà, oui. Je pense. C'est pas faux, alors hein. que c'est tout à fait accepté, je pense que vous parliez de l'accent basque, là au contraire, c'est une identité forte, donc ça doit être peut-être au contraire recherché, alors, mais ça dépend du local ou du national. Tout à fait, ça dépend du local et du national, ça dépend des régions aussi. Nous, quand on circule de région en région à Radio France, il y a des régions où on sait qu'on ne mettra pas les pieds. Je ne mettrai pas les pieds en Bretagne, parce qu'il faut parler un peu le breton. Je ne mettrai pas les pieds en Alsace, parce qu'il faut parler l'allemand. Et je ne mettrai surtout pas les pieds en Corse, parce que ça c'est impossible de travailler en Corse. Il y a une radio France qui ne s'appelle pas France Bleu Corse, mais qui s'appelle Fréquence Zamora. Et je ne sais pas le dire avec l'accent corse. Et ça parle corse toute la journée. Il y a un disque dans l'heure, il n'y a pas de jingle, il n'y a pas d'habillage. C'est fait pour l'autochtone et ça marche très bien. Et ça marche très bien, donc la direction Radio France laisse faire, oublie les consignes qu'on donne, et puis ça marche. Faites ce que vous voulez encore, de toute façon vous n'écouterez pas. Alors, voilà. Alors, oui, pardon, vas-y. Pour faire le lien avec le chant, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire en lien avec le chant, mais par exemple pour les accents, là, peut-être que Martine Masquelin pourrait mieux en parler, mais il y a eu l'époque des chanteurs avec leurs accents, les airs roulés ou pas, et puis après il a fallu uniformiser un petit peu, neutraliser tout ça pour que la voix soit la plus parfaite possible, que tout le monde puisse pas s'identifier justement. La voix devait être au-dessus de tout ça, un peu divinisée. Alors c'est tout à fait le cas en radio aujourd'hui. Hein. À France Bleu, c'est le cas, où on a une façon très standardisée aujourd'hui de faire de la radio. Alors déjà, on a les mêmes disques de radio en radio, hein. C'est les mêmes. Si vous écoutez France Bleu Pays Basque ou France Bleu Gascogne, ce sont les mêmes disques, pas au même moment, mais ce sont les mêmes disques. Et c'est aujourd'hui la même façon d'animer, qui n'est plus une façon personnalisée, mais une façon... on est dans des clous, hein, on sait qu'on ne doit pas dépasser 40 secondes, qu'une interview c'est 2 minutes 30 et c'est plus 1 heure comme avant, que ma phrase doit commencer, et je ne le fais pas, par France Bleu Béarn Bigorre et terminer sur France Bleu Béarn Bigorre, comme vous êtes sur RMC, et c'est le truc sur RMC, avec RMC sur RMC. Bon, on arrive à faire un peu la même chose. Bon, les gens de notre génération, ça ne nous amuse pas beaucoup.
Parce que nous, on a l'impression de ne plus parler naturellement, mais de faire du slogan publicitaire tout au long de la journée. Hein. Et donc, France Bleu Béarn Bigorre, c'est France Bleu Béarn Bigorre, et France Bleu Béarn Bigorre, France Bleu Béarn Bigorre, France Bleu. Et je vais chez le vétérinaire, et je vois une brave dame, qui sort du vétérinaire, du cabinet vétérinaire, et ce vétérinaire est le vétérinaire qui fait les émissions sur France Bleu. Voilà, c'est Nicolas Massal, donc c'est ça qui est vétérinaire. Je suis là dans l'entrée, et il y a une dame qui sort avec son chien, même que toi, c'était pas toi, c'était plus âgé, sur le bras, et qui dit « Oh, mais alors monsieur Massal, je l'écoute tous les jours sur Radio Bleu Béarn Pau. » Les gens font ce qu'ils veulent. Les gens font ce qu'ils veulent. Et on a beau imposer des choses, je connais des gens très bien, peut-être qu'il y en a dans la salle, qui ont regardé hier FR3. Il y avait quoi hier FR3? Bah, ça n'existe plus depuis... Ah bah d'accord. C'est vrai, moi je dis FR3. Comme je suis et on le dit encore. Oui, c'est vrai. Et on le dit encore parce que c'est très difficile de changer le nom d'une radio. Bah, on est accroché, quoi. Voilà, les habitudes sont là et pour passer au-delà des habitudes, c'est... Donc aujourd'hui, on a une façon beaucoup plus standardisée d'animer. On recherche des gens avec des mêmes profils. On cherche plutôt des gens de 30 ans que des gens de 60. Tu vas partir à la retraite bientôt, hein? Oui, voilà. Tant mieux. Alors, on ne dit pas tant mieux, on dit oh, on va te regretter beaucoup. Hein. Eh ben, ça me fait bien plaisir que vous me regrettiez. Parce que vous allez prendre machin qui a 30 ans, qui va faire le double du travail et qui va être payé 2 fois moins cher. Ouais. Et puis qui n'a pas l'expérience, c'est-à-dire... Alors ça c'est pas sa faute. Il y a oui, mais la transmission, par exemple, est importante. Il y a une transmission qui ne se fera pas. Voilà. Ils n'auront pas notre vécu. Ils n'auront pas notre vécu parce qu'ils ont appris, ces gens de 30 ans qui nous remplacent quand on est malade. Et j'étais malade longtemps, donc cet été. Donc je sais, j'ai écouté. On ne peut pas leur reprocher. Ils ont appris comme ça. Aujourd'hui, ils apprennent dans des studios et écoles. Il y en a une école à Paris qui s'appelle le Studec, où on forme les animateurs. Alors ça donne un diplôme qui n'est pas reconnu. Mais bon, ça coûte très cher, c'est une école privée. Et on les forme d'une certaine façon, pour parler d'une certaine façon. C'est ça. Voilà. Et il y a un langage stéréotypé, alors que nous, notre grand plaisir, ça va être de bouleverser, de donner un coup de pied dans la fourmilière, de reprendre à un moment donné la règle. On a la technique, on la maîtrise. Oui, mais là, on fait un silence. Voilà. Oui, mais là, on pose une question qui est malvenue. Ah oui, mais Thierry, ta question, là, elle est anxiogène, elle est négative, il ne faut pas être négatif. Ben si, moi j'ai envie de demander au directeur de l'Office du tourisme qui me parle des idées mènent le monde, pourquoi il y a des gens qui se plaignent parce qu'ils n'ont jamais de place d'année en année pour aller voir les conférences. Voilà. Il me dit, oh non, il n'y a pas de gens qui se plaignent. Ben si, il y a des gens qui se plaignent. Pourquoi? Et qui disent, c'est toujours les mêmes profs à la retraite qui assistent à toutes les conférences et nous, on ne peut pas y aller. Voilà. Et bon, mais un jeune animateur ne vous posera pas cette question. Parce que c'est pas ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas ça. Donc il le sait et il ne le fera pas. Et moi je le fais parce que ça m'amuse. Puis on a travaillé comme ça au début. On a tous travaillé avec des bouts de ficelle. Donc on connaît, faire quelque chose avec rien, on sait faire. Quand j'étais dans les années 80, dans ma radio privée, à Salon de Provence, on m'a mis aux infos, parce que j'avais une voix sérieuse. Bon. Il y a un article de journal, j'avais pensé à faire une rubrique. Si vous voulez, l'équivalent aujourd'hui, ce serait d'aller dans les archives de Pyrénées Presse et de faire le journal de 1950. Voilà. Avec une vieille bande-son et de dire, cette année-là, en 44, à Pau, il se passe ça. Et donc j'avais un article qui disait Thierry Niogret, la voix d'or 1950 de la radio. Vous avez 25 ans, vous ne savez pas si c'est un compliment quand même. Hein, la voix d'or 1950, 25 ans. Bon. Mais on a eu une expérience qu'aujourd'hui ils n'ont plus. Quand j'étais aux infos, je lisais mes papiers bêtement, hein, qui étaient griffonnés, c'était le journal recopié, hein, dans les années 80, on n'avait pas honte. Hein. Je lisais mes papiers et derrière moi, j'avais la porte du studio qui s'ouvrait, je ne le voyais pas, j'avais le casque. Et j'avais mon directeur qui, en face de moi, installait un monsieur, c'est arrivé plusieurs fois. Et je voyais un monsieur, alors j'ai dit, mais monsieur qui se sent en face de moi. Puis mon directeur qui arrivait, qui me soulevait le casque et qui me faisait « Interview-le, lui !» Et qui partait. Voilà. Et moi j'arrivais à la fin de mon pied avec l'invité du journal, et je ne sais pas qui c'est. C'est formateur. Après, quand vous avez fait ça, vous pouvez presque tout faire.
Parce que comment on s'en tire? Bah, j'avais trouvé un truc. L'invité du journal, nous allons faire la carte d'identité. Vous me donnez, allez, on remplit la carte ensemble, nom, prénom, profession, activité, loisir, machin. Et je me disais, bon, il doit venir pour ça, donc c'est un président de rugby, ben, il vient pour le match. Mais je le découvrais. Voilà. Et, ça me rappelle un petit peu les années des troupes pour les artistes où on faisait nos armes dans les troupes. On commençait 17 ans, 19 ans, allez hop, t'as un peu de talent, on y va, tu vas faire tes preuves. On te laissait la chance de débuter, d'apprendre, de te casser les dents, comme tant d'acteurs et de comédiens qui ont commencé à Montmartre, hein, voilà, dans les cafés-théâtres, à apprendre, à se former. Aujourd'hui, c'est vrai que bon, ben, on nous balance directement, on n'est pas vraiment formé, hein, et on veut tout de suite pourtant du résultat et de la performance, et nous sommes très formatés. Les artistes d'aujourd'hui sont extrêmement formatés. Formatés, c'est le mot. Hein. Voilà, parce qu'on veut du propre pour la télé. Il ne faut plus faire une fausse note. On les voit, les quelques collègues qui sortent du CNSM, etc. C'est pas contre le CNSM, pas du tout. Mais on voit qu'il y a une ligne tracée, c'est un peu robotisé. Alors la question qu'on peut se poser, c'est vrai, c'est où est la personnalité là-dedans? Qu'est-ce que veut dire le artiste aujourd'hui? C'est pas forcément mettre des notes partout à côté non plus. Hein. Tout a il faut un équilibre, bien évidemment. Mais donc c'est pour ça que ton parcours résume assez bien. Alors, tu as prononcé le mot de télé, qui est le mot qui est en train de remplacer le mot de radio. Parce que la radio a depuis longtemps le complexe de la télé. Et la radio est en train de se transformer en télé. Et c'est peut-être d'ailleurs la façon d'assurer au fond sa survie. Moi je fais partie de cette génération des années 90 d'animateurs où j'ai eu des collègues qui ont fait des parcours pas mal. Hein. J'ai eu un certain copain à Dijon qui s'appelait Louis Bénédicte qui était sur Sud Radio, une certaine Christine Zazial qui a fait du RTL, Caroline Alexis qui est restée des années à RTL, rien qu'à Pau on a Isabelle Young et Eric Dreux qui ont fait du RMC et du Sud Radio. J'avais connu une valoriste de Dieu qui a été les après-midi sur RTL dans les années 90, qui faisait le 14h-16h sur RTL, ou Caroline Alexis faisait le matin sur RTL. Mais c'était des gens qui avaient un talent, une voix, un talent, un métier. Et RTL, ou Europe 1, ou RMC, ou Sud Radio, les récupéraient. Christine Zazial, elle a quelle tête? On ne sait pas. Son métier, c'est de faire de la radio. Aujourd'hui, même France Inter embauche Nagui. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas une émission de télé, vous n'allez pas sur une radio périphérique ou nationale. C'est impossible. Même la radio, aujourd'hui, est filmée. Oui, alors là, c'est la deuxième évolution. C'est d'abord que pour Jean-Pierre Foucault ou De Chavannes ou tout à l'heure je vous parlais de Ruquier, ils ont fait de la télé après, bien après. C'était d'abord des animateurs de radio et quand ils ont commencé en télé, ça n'a pas forcément marché. Hein. Ruquier, ça ne marchait pas au début. Hein. Pendant des années, il y a eu des expériences, ça s'est arrêté. Foucault aussi, il avait ça ne marchait pas non plus. Et puis petit à petit, ça s'est lancé, et puis petit à petit, ça a fonctionné. Et aujourd'hui, on passe à autre chose, c'est les radios sont filmées, et nous, on va être filmés à partir du mois de février, aussi l'émission du 6h, 9h. Si vous avez une box Internet, et si vous pouvez regarder les France 3, entre 6h et 9h le matin en semaine, hors vacances scolaires, vous allez voir des studios de France Bleu, avec un animateur, avec 2 journalistes, qui présentent l'émission. Et aujourd'hui, l'avenir, c'est ça. Alors, moi je dis, il ne faut pas bouder, c'est l'évolution des métiers. Il est aujourd'hui indispensable de savoir faire de l'Internet et du Facebook pour aller mettre les replays sur Internet. Il y a quelques années, vous aviez un invité et il vous disait « Ah, je vais passer à la radio, je vais dire à ma mère, je vais dire à ma voisine, tout le monde va écouter. » Aujourd'hui, il ne vous demande même pas parce qu'il sait qu'il va trouver le replay. Il va taper sur Internet, il va se réentendre. Mais on a des gens qui n'écoutent pas la radio, qui y passent et puis qui n'écouteront jamais. Et aujourd'hui, donc, nos radios sont filmées. C'est peut-être un bien. Nous, on a rêvé dans les années 80 qu'on ferait de la télé, on ne l'a pas fait. Ça arrive maintenant, c'est peut-être un bien, parce que vous avez des gens de 30 ans autour de vous qui écoutent la radio? Non. Dans la voiture, à part voilà, Énergie, Skyrock. Alors, notre génération à nous, je dis notre génération à nous les jeunes,
les parents avaient un transistor dans la cuisine ou au salon, et puis nous on en avait un dans notre chambre où on écouterait, certains, Salut les copains, ou autre chose, ou Louis de Parade, de la radio, ou voilà. Mais aujourd'hui c'est plus ça du tout, les jeunes n'écoutent plus la radio, il n'y a plus de radio chez les gens de 30 ans, ils ont le téléphone. Ils ont tous le téléphone. Alors ça fait poser quand même la question si on sait écouter aujourd'hui. Parce que la télé, l'image, c'est attractif parce que ça bouge, c'est en mouvement, on peut regarder et puis faire autre chose en même temps. C'est ça. Mais est-ce que l'on sait encore non écouter? Pas forcément. Parce que écouter, ça demande à se concentrer. Oui, et pas forcément. Voilà. Donc, Il m'est arrivé il y a quelques années de faire une émission de 6h et 9h et de me dire à 9h, en sortant de l'émission, je me suis trompé, j'ai fait la météo d'hier pendant 3 heures. J'étais tellement crédible que personne n'a rien vu. Pourtant, je disais qu'il faisait beau, il tombait des cordes. Et ça faisait tellement vrai qu'il n'y a pas eu un coup de fil pour me dire. Alors, soit j'étais crédible, et puis ils se sont dit, il va par ailleurs, soit ils n'écoutent pas. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, on écoute de moins en moins. Et on est aussi de moins en moins exigeant. Nous, on parle de moins en moins bien le français. Aussi. À une époque, il n'y avait pas de faute de français. Aujourd'hui, on dit oui, non, il y a ci, il y a ça. La langue s'est relâchée. Puis alors, maintenant, on a aussi la folie de parler anglais. Donc, quelle folie de parler anglais. Non, quand on est à Radio France, qui suis old school, on me l'a reproché. On me le disait en anglais d'ailleurs, on m'a pas dit t'es old school. Moi j'imaginais pendant très longtemps qu'à Radio France on avait, alors sans être je suis français, bleu, blanc, rouge, baguette sous bras et béret, qu'on avait une petite défense de la langue française à faire respecter. Bien sûr. Bon. Depuis le mois de septembre, les émissions de France Bleu l'après-midi s'appellent l'Happy Hour. Ah oui, c'est ça. Vous employez souvent cette expression, l'Happy Hour chez vous? On va finir par... Ouais. Voilà. Et le matin, avant ça s'appelait balade en Béarn, maintenant ça s'appelle le road trip. Et l'année prochaine, alors nous on fait de la résistance en Béarn quand même, parce qu'on a un directeur qui s'oppose un peu de temps en temps. Mais les émissions du matin, ça va s'appeler le morning. Ah oui. Alors ça c'est très parisien. Et là je dis qu'on se trompe, nous. Ouais. On se trompe. Parce que les gens en Béarn, en Bigorre, au Pays Basque, en Gascogne, en Alsace, ils ne parlent pas comme ça. Alors si vous avez une attachée de presse à Paris, si vous voulez interviewer un artiste, vous allez avoir l'attaché de presse, et il va vous dire « Ah non mais je suis surbooké pendant 3 mois ». Vous appelez le Zénith Pau, on va vous dire oh, « Je ne peux pas vous prendre, je suis débordé ». C'est ça, oui. C'est drôle parce qu'aujourd'hui on veut tout uniformiser, alors qu'à l'époque, justement, ceux qui venaient de province, c'était pas forcément positif, eh bien ça faisait rêver, c'était exotique. Nos Luis Mariano, etc., ça marchait très Luis très bien. Mariano, Dario Moreno venait de la grande province, Dalida venait de la très grande et province. Voilà. Tous ces chanteurs français, Luis Mariano, Dario Moreno, Dalida, Dada Mouskouri. Maintenant, l'exotisme, on le cherche encore plus loin. On va chercher les artistes dans les autres pays. Hein, les Français partent à l'étranger, puis on amène les étrangers en France. L'exotisme marche. C'est aussi culturel et générationnel. Générationnel. Moi, je me rappelle quand on a commencé à faire de la radio dans les années 80, on m'a dit qu'il faut faire aussi une émission pour les vieux. Donc je fais une émission qui s'appelle Rétro Relax. Et pour les vieux, on passait Tino Rossi dans les années 80. Dans les années 90-2000, pour les vieux, on passait Jodassin. Mais j'adore Jodassin. Gilbert Bécaud. Ah, quand même. Alors, qui a dit Gilbert Bécaud? Vous entendez où Gilbert Bécaud? Bah oui, dans les maisons de retraite. Bah voilà. Non mais un jour, je cherchais une veste bleue. Parce que je voulais une veste bleue. Chez un Gémeaux, je sais pas quoi. Voilà. Il n'y avait pas de veste bleue. Et je dis à la vendeuse, je voudrais une veste bleue comme Gilbert Bécaud. Elle dit, comme qui? Non, on ne connaît plus Gilbert Bécaud. On a fait des funérailles nationales à Yves-Montand. Là, tout d'un coup, on le redécouvre, il aurait eu 100 ans. Oui, on n'écoute plus. Hein. Voilà. Par contre, quand on passait les disques pour les vieux, donc on passait Tino Rossi, puis Jodassin, et ma maman, quand elle écoutait, et c'était un disque en anglais, donc ça parlait étranger, ça parlait anglais. Mais elle ne savait pas si c'était les Beach Boys ou si c'était les Beatles. Aujourd'hui, les gens de 50 ans, ils le savent.
c'est des anciens rockers ou des anciens disco, quoi. Donc la culture s'est aussi américanisée ou s'est anglicisée et c'est générationnel. Ici, nous sommes dans un lieu de mémoire et donc justement, c'est important de se construire aussi au travers de cette mémoire, de ce qui nous a précédés. Il n'y a pas tout à jeter, il y a toujours à faire mieux, mais on peut s'inspirer. Voilà. On doit avancer, on ne doit pas retourner en arrière, on ne doit pas être rétrograde, on ne doit pas dire « oh, on l'a toujours fait comme ça, on continue à faire comme ça ». Non, on doit progresser, mais on doit savoir ce qui s'est passé avant, de façon à pouvoir comparer ou parfois refuser. Voilà, on a fait des erreurs, on ne va pas les recommencer. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que quand je suis rentré à Radio France, il était indispensable de savoir les noms des 4 Beatles. L'animateur de 30 ans qui m'a remplacé, je ne suis pas persuadé qu'il puisse citer les 4. Hein. Par contre, il va connaître un groupe de rap que moi je ne connaîtrais pas, ou que je vais déformer, je vais écorcher son nom en le disant et il va se foutre de moi. Alors, généralement ça se passe bien avec les jeunes, la cohabitation jeune-ancien se passe très très bien parce qu'on se trouve naturellement, puis on est dans des métiers sympas. Donc on n'est pas à l'usine, hein, c'est pas la chaîne la radio. Hein. Même quand on se lève le matin, on arrive, poète, tu veux un café, faut pas se lever, on est correctement payé, très bien chauffé, ça compte. On a tout le café qu'on veut, bon, on le paye pas cher, on peut manger à nos bureaux, on peut téléphoner et passer des coups de fil personnels autant qu'on veut, au milieu ça se voit pas, on peut faire des photocopies sans qu'on nous les compte, on peut sortir et rentrer comme on veut, puisque on n'a pas de planning. À partir du moment où on fait une émission, vous êtes payé pour faire une émission. Mais si alors on a des jours, on a une charge de travail qui correspond à un certain volume. On négocie en disant là, tu pousses un peu quand même, je ne peux pas faire autant. Mais si je ne veux pas aller travailler ce matin parce que j'ai pas d'émission, et si j'y vais seulement cet après-midi, c'est mon problème, personne ne me dit rien. Oui, c'est génial. C'est une liberté. Alors en même temps, c'est une vie de groupe, et en même temps, c'est très indépendant. Oui, alors c'est très indépendant chez les animateurs, pas chez les journalistes. La grosse différence entre les journalistes et les animateurs, non seulement ils donnent l'info, puis ils sourient ou sourient pas, mais c'est qu'il y a un esprit de corps chez les journalistes qu'ils apprennent dans les écoles des journalistes. J'ai une copine qui a fait une école de journalistes qui était animatrice, qui m'a dit Thierry, c'est incroyable ce qu'on nous apprend. On nous apprend même à partager les magnétophones, à partager ci, à partager nos infos, échanger. Alors que nous, les animateurs qui sommes des indépendants, par nature, on a toujours peur de se faire piquer notre place. Alors, on ne dit pas nos tuyaux, hein, on ne dit surtout pas. Et pendant très longtemps, socialement et syndicalement parlant, on n'a pas avancé, on a été CDD pendant jusqu'aux années 2000, parce que d'abord vous faisiez grève, vous étiez viré, c'est facile. Et puis on se cachait les uns les autres. On faisait des animations, travailler plus pour gagner plus, hein, tu vas faire une animation le week-end à Carrefour, voilà, alors j'ai machin qui m'appelle, à Carrefour, je ne veux pas que l'autre m'écoute parce que je ne veux pas qu'il ait mon tuyau, voilà. J'aurais cru que c'était les journalistes, ça. Non, ça c'est... Alors ils font autre chose. Alors ça, je ne veux pas qu'il ait mon tuyau, et puis quand même au bout d'un an, je me rends compte que sur 3 animations, j'étais payé 1 fois et 2 fois pas payé. Et puis je découvre l'année prochaine que c'est plus moi, mais c'est mon collègue qui fait les animations à Carrefour tout en se cachant. Et au bout d'un moment, au bout d'un an, il va me dire qu'il n'a pas été payé. Voilà. Et un jour, mais bien longtemps après, on va se dire, tiens, si on échangeait un peu, et si on s'organisait. Après, c'est l'organisation sociale, syndicale qui s'est faite dans les radios, de façon à ce que quand même on ait des salaires décents et qu'on soit CDI, en tout cas dans les France Bleues en région. Être reconnu. Est-ce que toi, tu te sens reconnu? Par ma hiérarchie ou par le public? Les deux. Le public, j'imagine que oui. Je ne sais pas. Les deux. Le public, la question est bonne. Hein. Les deux. Le public, il nous appelle rarement pour nous engueuler. Soit il ne nous connaît pas, il ne nous écoute pas, et alors on n'a pas de souci, mais il ne nous connaît pas. On est aussi des petites vedettes de province, hein, mais à 100 km, on ne nous connaît plus. Hein. Donc ça, il faut bien avoir en tête. Hein. Moi, j'ai dit, quand je suis arrivé à Pau, j'ai appelé mes collègues de Clermont-Ferrand, j'ai dit, tiens, je travaillais avec Isabelle Young. Il m'a dit, qui? Parce qu'à Clermont, on ne connaît pas Isabelle Young, pas.
Donc il faut bien rester la tête bien claire avec ça. Ça appelle à l'humilité aussi. Voilà. Les journalistes, c'est complètement différent. On n'est pas du tout dans le même état d'esprit. On ne fait pas les mêmes choses, on n'a pas la même vision du monde. Le journaliste, il est là très souvent parce qu'il se prend pour Zola qui écrit « J'accuse ». Ouais. Mais en région, c'est pas toujours de ce niveau-là. En région, c'est l'accident de car qui tombe... au musée de la Résistance, il y a quelques mois. C'est pas toujours de ce niveau-là. Donc quand on est entre nous et qu'on le sait et qu'on reste sain et qu'on n'a pas les chevilles qui entrent, tout va bien. Oui, je te demande ça parce que par exemple pour les artistes, souvent on est pris un peu pour les bouffons du roi, hein, encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut défendre notre métier. C'est-à-dire qu'on croit que chanter, c'est qu'un plaisir, donc tu vas faire ça, voilà, pas payé, c'est un plaisir pour toi. Oui, d'accord, mais ça a demandé des années de travail, et encore. Donc c'est pour ça que je te demande ça, parce que, est-ce que tu te sens reconnu? Est-ce que tu dois faire ta place aussi Alors on a dû faire notre place à un moment donné. Aujourd'hui j'ai passé l'âge de revendiquer quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui je suis plutôt proche de la porte de sortie, je n'ai rien à prouver, je suis plutôt bien dans ma peau, d'ailleurs j'en ai tellement que je suis forcément dedans. Aujourd'hui j'ai plus de complexe de la voix, si on me dit ouais t'as bafouillé, oui j'ai bafouillé, voilà, j'ai bafouillé. Excusez-moi, je suis en train de bafouiller, oh dites donc, je ne sais pas prononcer son nom, c'est le pays de Ney ou le pays de Naï? Généralement on n'est pas fou, alors, on demande aux techniciens quand on arrive quelque part comment tu prononces ça. Avant d'aller à l'antenne, mais de temps en temps on se fait avoir aussi. Hein. On va faire une faute de français, on va faire un truc énorme sans s'en rendre compte parce qu'on est en impro très souvent. On est devant nous avec des papiers. Alors, quand vous lisez la météo, vous avez un papier. Mais comme vous lisez la météo toutes les demi-heures, vous allez le lire une fois, puis après vous allez changer. Puis après vous connaissez l'histoire des nuages qui arrivent à telle heure et de la pluie l'après-midi. Donc après vous allez broder, vous allez inventer, et puis au bout d'un moment vous dites attends, non c'est pas vrai, c'est pas marqué quand même, il faut que je me calme, il n'y a pas de neige ce soir. Ne va pas trop loin. Mais quand même vous êtes en impro, si vous faites un jeu, prendre notre jeu de la douche, le jeu du jackpot ou le jeu que fait Eric Brou, que j'ai fait aussi avant lui, là vous êtes avec l'auditeur en direct. Et là tout peut arriver. Alors, il faut être prudent, et on ne l'est pas. On ne l'est pas comment? Parce que, je vais vous donner un exemple très... Et on tombe tous dans le panneau, et comme j'étais chez moi, j'ai écouté un peu la radio, puis on fait tous la boulette. Ah, Ginette, vous nous appelez pour le jeu de la douche, bonjour, comment ça va? Non. Surtout ne pas demander à l'auditeur comment il va. Parce qu'on s'est tous fait avoir. Allô Martial, bonjour, comment ça va? Ah, je suis tiré, ça va pas bien. Qu'est-ce qui vous arrive, Martial? Ah, c'est ma jambe. Depuis qu'ils me l'ont coupé, elle me fait mal. Il y avait aussi il y a quelques années, malheureusement, parce qu'on est en prise sur la vie, parfois il faut réagir, et parfois réagir en direct, c'est pas évident. Alors on évite d'aller dans certains pièges, mais on avait des petites annonces il y a 10 ans, l'auditeur téléphonait pour passer sa petite annonce. Gros carton ça à France Bleu, puis on a arrêté de le faire, et on s'est fait insulter. Ah, la plus aux petites annonces. Maintenant vous allez sur internet, passez aux petites annonces. Alors là on avait bonjour Ginette. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous vendez Ginette? Alors je vends un costume d'homme gris, taille, machin, jamais porté. Il est drôle, elle va me le dire. Et puis j'ai aussi un costume machin qu'il n'a jamais mis. Alors là vous dites, oui, qu'après vous en voulez. Et puis, il faut qu'elle vous le dise, parce que c'est mon mari qui est décédé d'un cancer à l'hôpital. Alors là, il faut laisser passer l'émotion dans la voix. Parce que si vous dites simplement, bon, oui, alors combien? Un peu dur, hein. Un peu dur, hein. Donc il faut, oh Ginette, on est désolé. Et puis de temps en temps, on a la gaffe, et puis bon, on vous offre un livre, Jean-Pierre, bravo, vous avez gagné un livre. On peut changer les cadeaux. Alors nous, on dit, ne changez pas les cadeaux à l'antenne, surtout ne changez pas les cadeaux à l'antenne, parce que là, on est dans une merdier. Ne changez pas les cadeaux. Ah non, Jean-Pierre, vous avez gagné un livre. Oui, mais je suis aveugle. Ça vous gêne. C'est gérer les imprévus, aussi les surprises, comme sur scène, tout ce qu'on doit... Gérer les imprévus, c'est très drôle, hein. On a des milliers d'anecdotes à raconter comme ça sur des catastrophes qui... Cher Thierry, tu devrais écrire un livre. Peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'il intéresse... Ah si.
Bah si. Bah, si j'étais Michel Drucker, je Et le déjà, ferais. il y a des choses à transmettre. Mais, si j'étais Michel Drucker, je le ferais, mais je ne suis pas Michel Drucker. Mais qu'importe, tout le monde a des choses à dire. C'est pour ça qu'on est Et là. je viens vous les dire. Merci, mon Thierry. On va conclure. Je me suis dit, Claire me demande un travail, je n'ai pas l'habitude de travailler. Je vais simplement parler. Mais comment on pourrait finir? Et l'autre jour, j'ai regardé la télé et je me suis dit, ça c'est une fin. C'est la fin de la conférence. Et Pierre Arditi, qui était invité de je ne sais plus quelle émission. Alors, la journaliste, c'était une journaliste en face, qui lui dit ah, vous avez une belle voix, vous avez une belle voix, vous avez doublé, vous avez fait des pubs, on ne sait pas, vous avez fait ça, Pierre Arditi, vous avez une belle voix. Et Pierre Arditi dit oui, mais j'aime pas ma voix. C'est normal. Toi, tu as une belle voix, tu chantes. Tu la travailles, tu es professionnel. Est-ce que vous aimez votre voix? On n'aime pas ça, on n'aime pas s'entendre. Est-ce que vous aimez vous regarder dans la glace en disant je suis quand même pas mal? Non, on ne le fait pas. Donc Pierre Arditi dit mais moi je n'aime pas ma voix. Et un jour, il dit je me trouve face à une coach vocale et je dis à cette personne-là, on dit que j'ai une belle voix, dit Pierre Arditi. Et il lui dit mais c'est quoi au fond une belle voix? Et la coach vocale le regarde et lui dit tout simplement, une belle voix, c'est une voix sincère. Et oui, c'est la plus belle chose qu'on fait ça. Merci Thierry. Ah, ouais. Grandiose séance technique. Hein. Mais c'était mieux comme ça. Eh bien, on vous remercie, je remercie vivement Thierry Niogré d'avoir accepté de venir à cette première édition des rencontres autour de la voix. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai été très émue pendant sa conférence parce que ça fait tellement écho à des souvenirs de chanteurs, d'artistes. Voilà, la façon dont on doit se comporter, la façon dont on veut attirer le public à soi, la confiance que l'on doit prendre en soi, que l'on doit avoir, l'articulation, le sourire, l'expression, être en forme alors que l'on est fatigué et que l'on doit chanter. Oh, il y a tellement de choses qui ont fait écho, j'ai vibré, j'ai tremblé. On l'a oublié, voilà. Mais Jean-Paul Belmondo a perdu une fille. Oui. Et il disait à l'époque que j'ai perdu ma fille et le soir je jouais sur scène au théâtre. Ah. On l'a oublié, ça. Exactement. Exactement. Donc pour toutes ces choses-là, et puis pour tous les liens aussi qu'il y a eu avec la conférence de ce matin, pour ceux qui étaient là ce matin, on a parlé le fait de mimer, les silences, voilà, le mimétisme, etc. Il y a eu vraiment des échos avec la conférence de ce matin, et ça me fait plaisir, c'est ce qui me prouve aussi que les choix des personnes que j'ai choisies aujourd'hui sont bons, et qu'on va tous dans la même direction. Ça me fait très chaud au cœur. Merci à vous, merci encore à Thierry Niogré, à Christine, sa femme qui est là aujourd'hui. Et pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve dans quelques instants, 17h30, avec Martine Masquelin, qui a une très très belle carrière de chanteuse lyrique, soliste, et qui aura beaucoup de choses à nous raconter. Ça va être également très passionnant. À tout de suite, vous avez du café, du thé, des petits gâteaux, si vous le souhaitez. Merci à vous. Merci.